Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Son souvenir a plané à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Le défunt président de l'Assemblée nationale avait pourtant donné ce rendez-vous à ses pairs. Mais ce 25 septembre, au perchoir, c'est Alassane Bala Sakandé qui a procédé à l'ouverture de la session largement consacrée au budget de l'État. La session était par contre extraordinaire pour le comité technique national du PNDS. Il chiffre à hauteur de 33,26% le taux d'exécution physique des activités de ce programme de développement. Les mêmes techniciens augurent de meilleurs lendemains malgré un contexte sécuritaire difficile. Ce 26 septembre 2002, il avait à son bord plus de 2000 passagers pour une capacité de 550 personnes. Cela fait déjà 15 ans que le Jola chavirait en causant la mort de 1863 personnes. Le naufrage est à ce jour la plus grande catastrophe maritime au monde, bien devant le Titanic et ses 1500 morts. Bienvenue à tous et nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi à Kossiam. La maladie de la dengue a refait surface et le gouvernement s'y penche en annonçant des mesures. La situation litigieuse du village de Cefalogou n'a pas été occultée. Le dernier attentat perpétré dans l'après-midi d'hier était également sur la table du Conseil, dont voici le compte-rendu avec Salifou Belem et Moncon Dabiré. 2 morts et 2 blessés. C'est le bilan de l'attentat survenu hier sur la route d'Inata. La précision est donnée ici par le ministre de la Communication. Il ne s'agit pas de 4 décès comme j'ai pu lire dans un certain nombre de médias. Il s'agit de 2. Il s'agit donc de Sawadogo Mohamed Ali et de Sawadogo Sita, tous deux MDL chefs. Donc le gouvernement voudrait présenter ses condoléances à leur famille et à leurs frères d'armes. En ce qui concerne les blessés, nous en avons 2. Il s'agit de Da Sansan Edik et de Yen D. Norbert, qui ont été transférés hier à partir de 23h, qui sont actuellement donc à l'hôpital de Tengango pour subir des soins et évaluer leur niveau de santé. Pour venir à bout de l'insécurité, le Conseil des ministres a décidé de la tenue d'un forum national pour la sécurité. Une rencontre qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2017 à Ouagadougou. Un forum qui fera l'objet de rencontres au niveau des différentes régions en vue de recueillir les attentes des populations sur les questions sécuritaires. Et la rencontre de Ouagadougou devra se tenir autour de 3 défis majeurs. Identifier les défis, les menaces et les besoins de sécurité, faire l'état des lieux de la mise en place de la politique sécuritaire, des politiques à ce niveau-là, et puis ensuite, en termes de perspectives et de recommandations, pouvoir donc prendre des éléments qui seront ensuite partagés à l'ensemble des Burkinabés. Une situation qui, elle, a plutôt trouvé une issue heureuse est celle du litige qui oppose le Burkina Faso au Niger sur le village frontalier de Cefalogou. Sur la question, les 2 États ont opté pour le dialogue en attendant de trouver une solution définitive. Nous avons acté que la localité concernée, c'est-à-dire Sefa Sekama, donc du village de Sefa Lougou, se trouvait donc dans le territoire du Burkina Faso. Le deuxième élément, nous avons également constaté que cette affluence-là a créé un site avec beaucoup de population dont la gestion requiert donc que nous fassions, prenons des mesures idoines. Nous allons voir cela avec le ministère donc achat des mines et en relation avec nos collègues du Niger. Nous avons également convenu en 3e position qu'il était nécessaire de réactiver les commissions mixtes donc, des frontières pour voir cela. Et 4e, nous avons convenu qu'il fallait garder le statu quo suite donc à la décision de la Cour internationale donc de la justice qui délimitait la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Au chapitre santé, il est question de la dengue. La situation de la maladie n'est pas encore alarmante au Burkina Faso, mais le gouvernement joue la carte de l'anticipation. Pour assurer les populations en ce qui concerne notamment la prise en compte de cette épidémie-là, qui n'est pas encore à un stade relativement critique, mais qui nécessite donc un certain nombre d'actes à la fois des populations et des services publics. En ce qui concerne les services publics, tout ce qui est réactif et dispositif, et ici, ainsi que travail avec les collectivités territoriales locales ont été déployés. Il reste maintenant aux populations de faire attention et d'avoir des bons réflexes sur lesquels un vaste système de communication sera mis en place. Le Conseil des ministres a en outre décidé de la réhabilitation de 15 km de voirie dans la ville de Bobo-Dioulasso. À ce Conseil des ministres, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2015, Sarah Séré Sérémé, a été nommée médiateur du Faso.
Cet après-midi, les députés ont renoué avec les séances plénières. L'ouverture de la deuxième session parlementaire s'est faite de manière solennelle par le nouveau président de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture, vous avez pu le suivre en direct sur la RTB. Sinon, Rasmane Zoundi et Maïmouna Traoré nous proposent ici une séance de rattrapage. Après la vérification des présences, les parlementaires rendent hommage aux disparus, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Pour cette deuxième session ordinaire de l'année 2017, aussi appelée session budgétaire, il retrouve l'hémicycle avec un programme chargé. Plusieurs dossiers à examiner, dont les rapports de 3 enquêtes parlementaires. Les plénières sur les questions orales et écrites débutent dès ce 13 octobre. Mais le plat de résistance reste le budget de l'État, gestion 2018. Je voudrais rassurer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le ministre d'État, que mes collègues députés et moi-même mettrons toute la rigueur qui sied pour l'examiner et l'adopter en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions, tel que défini par le PNDS. Ce ne sera pas un blanc-seing, encore moins un chèque en blanc que nous offrons à l'exécutif. Le contrôle de l'action gouvernementale, l'une de nos principales missions, se poursuivra sans complaisance et sans la moindre concession. Alassane Bala Sakandé appelle à l'union pour une lutte efficace contre le terrorisme. Il place les jeunes et les femmes au cœur de ses actions et entend œuvrer avec l'exécutif pour la satisfaction des attentes des populations. Le discours qui a été prononcé est un discours programme auquel pour l'instant nous de l'opposition nous souscrivons entièrement. Et nous pensons que tel qu'il l'a dit au gouvernement, si les promesses sont tenues, si la fermeté qu'il cherche à montrer est retenue et soutenue, nous pourrons peut-être faire de notre institution, en plus de la mise en œuvre de notre plan stratégique, franchement une institution forte et une institution résolument orientée vers la recherche du bien-être du peuple du Burkina Faso. Je pense que les députés de notre groupe parlementaire sont véritablement prêts, surtout que c'est la session budgétaire et on sait que c'est le budget qui dirige le pays. Nous ne manquerons pas d'être présents à tous les niveaux. Notre pays aujourd'hui traverse un certain nombre de problèmes dus, comme vous le savez tous, à des problèmes récurrents. La jeunesse est sans emploi, les femmes sont fatiguées. Naturellement, il est de notre ressort aujourd'hui de nous battre pour être regardants de la loi des finances, surtout pour l'employabilité de ces jeunes et de soulager un tant soit peu les efforts fournis par nos pauvres sœurs et mères. Cette session a connu la présence d'une délégation de parlementaires ghanéens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. Et justement, avant d'assister à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale du Ghana s'est entretenu avec son homologue burkinabé. Il ressort de cette entrevue que les deux institutions qu'il préside vont travailler ensemble au nom du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui lient donc le Ghana et le Burkina. Paul-David Bambara et Bouma Ernest Nebié. Présent à Ouagadougou dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président du Parlement du Ghana est ici reçu par son homologue du Burkina, Alassane Bala Sakandé. Ensemble, ils revisitent les relations entre le Burkina et le Ghana d'une part et des liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires d'autre part. For us, Ghana and Burkina Faso have symbiotic relations dating back to centuries. Les relations qui existent entre nos deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des relations qui sont vraiment historiques, notamment à travers le commerce ainsi que d'autres activités. Et nous avons également pris l'engagement de travailler de sorte que nous puissions renforcer la coopération qui existe entre nos deux institutions. Et cela va donc se faire de façon très soutenue. Et comme je le disais tantôt, le Parlement, c'est le temple de la démocratie et ça doit toujours rester ainsi. Et c'est un point très fort que nous devons donc souligner pour que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. The event, this represents them, and without this, they have no representation. Le président du Parlement du Ghana saisit également l'opportunité pour féliciter Alassane Bala Sakandé pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale.
On en vient à cet autre titre de l'actualité. Le Comité technique national du PNDS dévoile des chiffres, ceux portant sur le taux d'exécution des activités du programme de développement, ceux également portant sur le taux de croissance du PIB qui connaîtra une hausse cette année. Explication de Roger Cam avec Aimé Solange Guigma. Cette session extraordinaire vise à valider le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS et à évaluer le tableau de bord de suivi des investissements structurants. L'objectif est d'atteindre les résultats attendus pour cette année, malgré quelques mouvements observés sur le plan social et sécuritaire. Il faut noter que l'économie, globalement, progressera en 2017. Il y aura un taux de croissance de l'ordre de 6,9%, en amélioration par rapport aux performances de 2016, ce qui veut dire que notre pays, dans l'ensemble, reste résilient. L'économie a un niveau de résilience qui a permis de rebondir après les crises que nous avons connues. Maintenant, pour ce qui est du niveau global de réalisation du PNDS, les estimations provisoires au stade actuel laissent apparaître un taux de 33%, ce qui est perfectible. Bien entendu, on ne peut pas se satisfaire de ce niveau. Il s'agira donc pour ces acteurs et partenaires de la mise en œuvre du PNDS d'identifier et de proposer au cours de cette journée des solutions aux questions stratégiques et politiques qui entravent la bonne marche du PNDS et également dégager les perspectives pour le semestre en cours. Allons à présent à Koudougou où se rencontrent les acteurs impliqués dans l'exécution des projets financés par la BOAD. Il s'agit de se familiariser avec les procédures de la banque, souvent jugées trop complexes. L'institution dévoile pourtant des clés que sont la communication et l'anticipation. Précision signée Adama Guiti et Tanga Kafando. La rencontre permettra aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes financés par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, de maîtriser les procédures de leurs partenaires financiers pour plus de résultats dans l'exécution des 10 projets et programmes. Il sera donc question pour eux d'approfondir leurs connaissances sur la levée des conditions prévues aux accords de prêt, la passation de marché dans les procédures de la BOAD, la procédure de décaissement et le suivi-évaluation. Un chef de projet doit connaître toutes les clauses et les dispositions que contiennent le projet qu'il est en train de gérer. Et donc, s'il y a des dispositions qui ne lui paraissent pas claires, il peut poser des questions, il peut échanger avec le bailleur de fonds pour mieux les comprendre. Initiée par la DGCOP, la Direction générale de la coopération, la concertation vise à instaurer l'esprit de communication et surtout d'anticipation sur les cadres de l'administration des projets pour une bonne mise en œuvre du PNDS. Il faut que désormais, nous anticipions sur l'exécution des projets. Que nous n'attendions pas qu'on signe des accords avant de commencer à réfléchir sur l'unité de gestion du projet, la nomination d'un coordinateur et sur l'élaboration des dossiers d'appel d'offres qui permettront de lancer les marchés pour pouvoir réaliser les travaux. Et pour les participants, cette formation va permettre de lever les obstacles auxquels ils vivent dans l'exécution de leur mission. Il est important que nous maîtrisions toutes ces procédures afin que nos dossiers aboutissent le plus rapidement possible. C'est le volet et approbation des dossiers qu'il va falloir maîtriser dans les délais. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Pendant donc les 4 jours que dure la formation, ce sont des modules qui seront dispensés par les experts de la BOAD, mais aussi des échanges d'expériences pour un objectif commun, l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes financés par la BOAD au Burkina Faso. Eux se sont retrouvés à Kaya dans le San Matenga pour leur rencontre. Les membres du comité technique interministériel chargé des collectivités territoriales font le point. L'état d'exécution des budgets communaux et régionaux est directement discuté avec les acteurs principaux. On fait le point sur la question avec Isiaka Oudraogo et Maxime Zongo. Le budget des collectivités territoriales, traduction financière de la tranche annuelle de leur plan de développement, est élaboré et exécuté sous le contrôle et l'appui de l'État.
Cheville ouvrière du suivi-contrôle, les commissions techniques interministérielles et interrégionales ont pour mission de veiller à ce que le travail soit fait dans les règles de l'art. Au niveau de ces collectivités, il y a des comités qui sont chargés d'examiner les budgets chaque année. Et nous avons besoin de faire le point chaque fois. Et cette rencontre-là est la 7e du genre qui va permettre de faire le point sur le travail des comités interministériels, tant au niveau des communes qu'au niveau des régions, et de voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, de voir s'il y a des possibilités de solutionnement afin de rendre les collectivités territoriales aptes à répondre aux besoins de développement à la base. Cette rencontre, qui est un appui conseil, va ainsi permettre des recadrages destinés à corriger les dysfonctionnements. Un examen périodique donc pour plus de transparence et d'efficacité dans la gestion de la chose publique. Dans la suite de ce journal, un mot sur l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO. La deuxième session qui se tient à Ouagadougou va consacrer l'entrée de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal dans cette famille minière de l'espace communautaire. Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré nous font un compte-rendu. Après Abuja, au Nigeria, ces acteurs du secteur minier ouest-africain prennent part ici à la deuxième session de l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette assemblée, il sera essentiellement question de préparer l'arrivée de plusieurs nouveaux membres dans cette fédération. Notre objectif, c'est de revoir et travailler sur les structures et les objectifs de notre fédération. Notre rôle ici est de travailler, faire du plaidoyer partout en Afrique de l'Ouest pour le bien-être des industries minières. En ce qui concerne les résultats, nous avons commencé avec 4 pays. Et actuellement, nous sommes en train de constater l'arrivée de nouveaux pays. Avec l'entrée de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, la fédération passe de 4 membres à 7, ce qui renforcera ses forces de proposition pour l'épanouissement du secteur minier dans l'espace CEDEAO. Aussi, cette deuxième session se tient à quelques heures de l'ouverture de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Les responsables de la fédération, les responsables des différentes chambres des mines des pays de la sous-région prendront une part active à la SAMAO, ce qui est certainement de nature à donner un éclat particulier avec les différentes contributions à la fois intellectuelles et pratiques qu'ils vont apporter. La Fédération des chambres des mines de la CEDEAO a été officiellement lancée en novembre 2016 par les chambres des mines du Burkina, du Ghana, de la Guinée et du Nigeria. Une délégation du ministère du Commerce en mission dans l'est du pays. L'objectif est double. L'incinération de 25 tonnes de produits impropres à la consommation. Mais avant, la délégation conduite par le ministre Stéphane Sanou ont eux-mêmes contrôlé les prix des fournitures scolaires dans les commerces de la ville de Fadangourma. Reportage Désiré Ilboudo et Mahamadi Oudraogo. Ça, 1500, le chef du département du commerce et ses collaborateurs sont en contrôle dans les librairies et les boutiques de Fadangourma. Objectif, veiller au respect de la réglementation en matière de prix des manuels scolaires en cette veille de la rentrée et des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est pour marquer un coup, interpeller effectivement les opérateurs économiques à faire donc du commerce propre et à éviter effectivement de mettre la santé publique donc à rude épreuve. Et en même temps, ça nous permet de faire le lancement de l'opération qui permettra de contrôler les prix des articles scolaires. Chaque année, effectivement, au mois de septembre, nous procédons donc à ces opérations de façon régulière. La visite a permis de saisir des produits mal conservés, des produits périmés, mais aussi d'interpeller certains commerçants sur l'affichage des prix. Après cette saisie, le cap est mis sur le centre d'incinération des ordures ménagères. Ici, la délégation a incinéré 25 tonnes de produits impropres à la consommation, saisis au cours du premier semestre de l'année 2017. C'est des produits qui ont été saisis dans 26 localités à travers 2 régions. Je parle donc du centre-est, je parle de l'Est. Ce que vous voyez, c'est une partie des saisies. Sinon, déjà, on a saisi 101 fûts de carburant.
Et il y a aussi du poisson en grosse quantité qui a été saisi. Stéphane Sanou invite les populations à coopérer en dénonçant les pratiques prohibées afin d'endiguer le phénomène de la concurrence déloyale dans cette partie du Burkina. À Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, une cérémonie a drainé du monde. Il s'agit de l'installation du nouveau chef de commandement du 23e régiment d'infanterie commando de la 2e région militaire. La lutte contre le terrorisme est dans le viseur du nouveau commandant que nous présentent Edouard Ouedraogo et Yves Rwamba. Officiers, sous-officiers et militaires de rang du 23e régiment d'infanterie commando de la 2e région militaire basée à Dédougou seront désormais sous son commandement. Le chef de bataillon Sanou Suleiman ici présent est voulu obéir en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. C'est en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, parents et amis que le nouveau chef du 23e RIT de Dédougou, Suleiman Sanou, effectue la prise de commandement. Pour mieux accomplir sa mission, le nouveau chef de corps compte sur le soutien de ces derniers et lance un appel à la population des 6 provinces que compte la région de la boucle du Mouhoun. Je voudrais, tout en consolidant les acquis de mon prédécesseur, travailler d'une part à renforcer davantage les capacités opérationnelles du corps. Alors, en ce qui concerne la population, c'est de collaborer pour que la menace actuelle à laquelle nous faisons face, nous puissions donc la combattre efficacement. Le nouveau chef de corps, Sanou Suleiman, est marié et père d'un enfant. Il remplace ainsi le chef de bataillon Eric de Sommet d'Abiré, appelé à d'autres fonctions. Il occupe une place de choix dans le développement d'un pays. Ce 27 juin, le tourisme est à l'honneur. La journée mondiale du tourisme est commémorée partout au Burkina. L'accent est mis sur le développement durable. Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiré nous situent sur le lien entre tourisme et ce concept de développement durable. Tourisme et développement durable. C'est sous ce thème que le Burkina Faso commémore ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme. Et c'est pour marquer l'événement d'une patte blanche que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme organise la présente conférence. Pour les organisateurs, elle vise à établir la relation entre tourisme et développement durable, à encourager l'éco-citoyenneté lors des sorties touristiques. Le ministère en charge du tourisme inscrit également à l'agenda de cette journée plusieurs autres activités dont le clou est une excursion à Bazoulé. Grâce aux activités de l'OMC, pour amener les communautés à comprendre l'importance du tourisme, conscientiser les populations sur les valeurs que renferme le tourisme, sur le plan social, le plan culturel, le plan économique. Et je crois que chaque année, en commémorant cette journée, c'est interpeller toujours les gens sur la nécessité de se pencher véritablement sur ce secteur qui est porteur pour l'économie de tous les pays. Cette conférence se tient à quelques heures de l'ouverture du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Et le ministère espère mobiliser les festivaliers autour des différentes activités en vue de relancer les activités touristiques durement éprouvées ces dernières années par la menace terroriste. Après une première édition qui a fait ses preuves, la Nuit des Sotigui revient pour la deuxième. Au cours d'une conférence de presse, les initiateurs de l'événement annoncent les couleurs. La soirée de récompense dédiée aux acteurs du 7e art promet relever le défi. Précision, Pawandrogo, Jean Zongo et Aboubakar Sayon. Face aux hommes de médias, le comité d'organisation de la deuxième édition des Sotigui Awards présente les nominés et donne les critères de sélection et de notation. L'édition 2017 se tient sous le thème « Image de la femme dans la création des films africains ». Pour le commissaire général des Sotigui Awards, cette nuit de récompense est un tremplin pour la promotion du cinéma et de la culture en Afrique. Nous pensons que cette cérémonie, nous allons redorer le blason des acteurs comédiens du cinéma, nous allons les récompenser, nous allons les distinguer. Et pour nous, aujourd'hui, nous voulons reconnaître ici la performance. Il n'y a que cela qui fera vraiment qu'un film soit de belle facture. Et donc nous voulons plus de théâtralisation dans le domaine du cinéma. Nous voulons vraiment que les acteurs du cinéma
puissent se mettre au travail, parce qu'il n'y a que les méritants qui seront récompensés. Pour cette édition, la principale innovation est la présence de quelques grandes stars du cinéma africain. Les professionnels, pour leur part, ne cachent pas leur satisfaction sur la tenue effective de la deuxième édition des Sotigui Awards. Cette distinction nous glorifie, surtout pour le Burkina. De manière générale, la capitale du cinéma, il fallait le faire. Si ça n'existait pas, il fallait le créer. Et je pense que les Sotigui Awards méritent d'être soutenus pour que nous puissions grandir. Au total, plus de 42 cinéastes africains concourent dans 13 catégories. 150 millions de francs CFA seront mobilisés pour l'organisation de l'édition 2017. Et le comité d'organisation donne rendez-vous le 2 décembre prochain pour savoir qui repartira avec le prestigieux prix de Sotigui d'or édition 2017. Ce fut une nuit sombre pour le Sénégal et pour d'autres nations. Du 26 au 27 septembre 2002, aux environs de 23 heures, le Joola s'abîmait en mer. 1863 personnes de nationalités diverses ont perdu la vie, faisant de ce naufrage la catastrophe la plus terrible de la navigation. En ce 15e anniversaire, les plaies sont encore ouvertes et les familles de victimes réclament justice. C'était le 26 septembre 2002. Il y a exactement 15 ans aujourd'hui, le bateau le Joola sombrait au large des côtes gambiennes. Le naufrage du ferry sénégalais, considéré comme l'une des plus grandes catastrophes maritimes au monde, avait fait plus de 2000 morts et disparus. Et sur les milliers de passagers, seule une soixantaine seront sauvés. L'enquête ouverte par le gouvernement relèvera de nombreux manquements aux normes de sécurité. Le jour du naufrage, le Joola, d'une capacité de 580 personnes, en transportait près de 2200. Mais la justice finira par classer le dossier, concluant à la seule responsabilité du commandant de bord, disparu en mer. Un nouveau coup dur pour les familles de victimes qui continuent de réclamer justice et qui chaque année se recueillent à la date anniversaire partout dans le pays. Le Joola a chaviré au large de la Gambie alors qu'il reliait Ziguinchor en Casamance dans le sud du Sénégal à Dakar, la capitale. Au lendemain de la présentation des nouvelles mesures anti-immigration de Donald Trump qui visent désormais le Tchad, de nombreux experts américains questionnent les raisons de la mise au ban d'un pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme. L'Union africaine, elle aussi, demande de reconsidérer cette décision. La Commission de l'Union africaine juge injuste l'inclusion du Tchad dans la liste des pays visés par le décret migratoire américain. Le décret note la présence sur le sol tchadien des différents groupes djihadistes comme l'État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. De plus, selon le président Donald Trump, le Tchad ne partage pas de manière adéquate les informations sur la sécurité publique et ne coopère pas avec le gouvernement américain. La commission de l'UA partage toutefois cette préoccupation, mais soutient que la coopération et un engagement significatif seraient les seuls moyens d'élaborer une réponse commune à cette menace terroriste. Par ailleurs, l'organe exécutif de l'UA invite les États-Unis à tenir compte du rôle important joué par le Tchad dans les différents fronts contre le terrorisme, dans le bassin du lac Tchad, dans le Nord Mali et dans le Sahel. L'UA a néanmoins salué la normalisation des relations entre le Soudan et les États-Unis après le retrait du pays de la liste noire américaine dimanche. Les journaux du jour analysent le rejet de la demande de liberté conditionnelle formulée par les avocats de Laurent Gbagbo. Dans les colonnes des parutions du jour, on apprend également que plusieurs établissements scolaires hors normes seront fermés dans les Hauts-Bassins. La revue de presse est avec Toobom Evelyne Dabiré. C'est suite à des contrôles de conformité réalisés que le gouverneur des Hauts-Bassins a pris la décision de suspendre certains établissements scolaires, informe le quotidien. Pour le moment, ce sont 20 établissements préscolaires, 32 écoles primaires et 111 collèges et lycées privés ouverts sans autorisation dans les Hauts-Bassins qui ont été épinglés, informe ce journal. Mais comment peut-on autoriser l'ouverture d'une école primaire ou d'un établissement scolaire dans une cour d'habitation où on transforme les célibatoriums en salle de classe, s'interroge l'Express du Faso. Pire, constate ce journal, il y a des écoles qui s'ouvrent dans des magasins, des boutiques au bord des rues et cela n'offusque personne.
Quel enseignement de qualité peut-on alors offrir à un enfant dans ces conditions-là, surtout que dans certaines de ces écoles, les enseignants ont à peine le BEPC, s'inquiète ce journal. Pour y mettre fin, les responsables des établissements concernés sont sommés de suspendre le recrutement entamé et de restituer aux parents d'élèves les sommes perçues, lit-on dans le quotidien. Faute de quoi, prévient un communiqué dans ce journal, ces établissements seront systématiquement fermés. L'Express du Faso revient à la charge, mais qui est-ce qui autorise les écoles à ouvrir leurs portes? Après analyse, ce journal pointe du doigt l'État qui l'accuse de ne pas prendre suffisamment ses responsabilités et la liste des 123 établissements épinglés à lire dans le quotidien. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la liberté provisoire refusée de nouveau à Laurent Gbagbo. C'est la quatrième fois même que cette demande lui a été refusée, s'interroge l'observateur Palga, qui répond dans la foulée « On ne les compte même plus ». Pour la CPI, sa détention est la seule mesure qui garantit sa participation au procès, rapporte le pays. En rappel, 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité ont été retenus contre Gbagbo, à savoir meurtre, viol, tentative de meurtre et persécution, écrit l'observateur Palga. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.